On a donc, pour co-animer cette table ronde, Lilia a bien voulu nous rejoindre. Lilia a fondé récemment une entreprise dont l'objectif est d'aider au recrutement et à l'intégration des atypiques et à l'épanouissement des atypiques au sein des entreprises et dans leur vie personnelle. Vous avez à sa droite Céline Clovard qui a créé avec Christian Charlier, qui est vu, le premier réseau d'atypiques au sein d'un grand groupe, qui est Airbus, et ils ont la possibilité de nous faire part de leur retour d'expérience, de ce qui va bien et de ce qui apporte vraiment beaucoup à l'entreprise et aux gens qui sont concernés. Vous avez également à la table Marilène Gonor, qui est en charge du projet atypique chez Capgemini, donc elle nous parlera en détail. Et Fabrice Michaud, qui est aussi concerné par le sujet. Alors, dans une branchette de gens qui sont atypiques autour de la table. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Il y en a d'ailleurs aussi sur le banc. Fabrice est consultant et travaille dans des organisations complexes, mal avec elles, bien avec elles sur des projets compliqués, et en tout cas beaucoup sur le sujet d'intégration des atypiques. Alors pourquoi ce sujet? Parce que on est aujourd'hui dans un monde de plus en plus complexe, vous savez, ça devient presque la norme. La génération Y, que certains d'entre vous représentent, qui sont d'une certaine façon très câblés, un peu comme certains atypiques, nous y invite. On a besoin de créativité, on a besoin d'échanger, on a besoin de travailler ensemble, et donc on a pensé que en particulier, les atypiques ont des compétences particulières sur le sujet. Alors, Lilia, peut-être que tu as quelques mots à dire sur les atypiques pour nous dire de quoi on parle aujourd'hui. Oui, alors. Il y a un micro portable pour vous. Je vous donne un micro. Levé comme toi, hein, voilà, ça la voix va pousser. Effectivement, je pense que Fabrice va nous prendre. Non, mais ça va. Vous m'entendez bien? Au fond, ça va? Fabrice va peut-être nous expliquer un peu plus les spécificités des atypiques et démystifier un peu les termes un peu bizarres qu'on met, par lesquels on les appelle, zèbre, HPI, surdoué, précoce, tout ça. Donc, on va surtout parler donc, des populations aujourd'hui qui sont atypiques du point de vue de leur fonctionnement neurologique. Donc ça peut concerner effectivement des personnes qui ont un fonctionnement du cerveau différent, aussi bien des personnes qui sont touchées, alors c'est un peu moins le sujet aujourd'hui, mais qui sont touchées par des traits autistiques de haut niveau, c'est-à-dire qui fonctionnent très bien. Donc je vais laisser peut-être à Fabrice expliquer un peu ce que c'est, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui on va surtout parler de leur valeur ajoutée à l'entreprise, de leur intégration et de leurs compétences naturelles. Qu'est-ce qui les différencie? C'est principalement ça qui va être notre sujet d'aujourd'hui. Joël? Fabrice. Ça marche? Alors, déjà, le problème d'atypique, c'est souvent le terme qu'on utilise pour surdoué. Alors déjà, ça nous fait deux problèmes. Dans atypique, c'est un terme générique, donc on va parler de neurodiversité, ce que disait Lilia, on peut parler des autistes de haut niveau, on parle des zèbres, on parle des surdoués, HPI au quotient intellectuel, HPI au potentiel intellectuel, EIP, précoce, tous ces machins. En général, ceux qui sont concernés n'aiment aucun de ces termes. Ce qui est déjà un début de maltraitance. Ce qui est déjà un début d'incompréhension de ce sujet-là qui est mal traité, en un mot et en deux mots. Alors si en plus on voit les émissions à la télé, c'est des caricatures, ce qui n'aide pas ni les gens concernés, ni ceux qui vivent avec les gens concernés, ni ceux qui ont des enfants, parce qu'on n'est déjà pas d'accord sur de quoi on parle quand on parle de ça, pour autant qu'on puisse le faire raisonnablement et paisiblement, ce qui est un magnifique challenge et initiative qui est fait là, et c'est très rare. Donc moi je fais des conférences depuis 10 ans, je travaille dans les organisations depuis 25 ans, je contamine et j'acculture tous mes interlocuteurs dans des espaces sécurisés, et puis j'ai pas prévu de changer.
Et depuis 3 ans, on voit de plus en plus de livres, de bouquins, d'émissions. Il faut un peu faire le tri là-dedans, mais ça il commence à y avoir un peu plus d'informations. Donc ça parle de tout ça, selon qu'on parle des enfants, selon qu'on parle des adultes, c'est pas la même chose. Les femmes ont des typicités d'atypiques parce que elles ont aussi des difficultés, les problèmes des femmes atypiques ou surdouées, et ben ça rajoute des soucis. Qu'ont déjà les femmes normales. Les surdoués, ce sont des gens normaux, qui ont des trucs en plus, ou des trucs différents. C'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, c'est pas grave. Ce qui peut être grave, c'est le contexte. Il y a une phrase de Howard Gardner, qui a travaillé sur les intelligences multiples, qui dit que l'intelligence, c'est ce à quoi une culture accorde de l'importance. Donc, et puis déjà, l'intelligence, vous avez vu, c'est pas contagieux, ça dérange les gens. Et donc, quand on parle de surdoué, les problèmes, c'est pas le terme, c'est tout ce que ça génère qu'on n'ose pas dire. Et ça nécessite un peu de temps pour faire ça paisiblement dans des espaces un peu respectueux, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'irrespect, en plus de la méconnaissance autour de ce sujet-là. Mais ça parle de l'échec à l'école, ça parle de l'enseignement, ça parle de la culture de la France. Vous parlez de surdoué. En Chine, c'est un signe extérieur de richesse. Dans le monde anglo-saxon, c'est traité paisiblement. Donc ça parle de la problématique de l'éducation de la France, de la problématique un peu impudique sur l'élitisme mal placé. C'est qu'on a le droit d'être bête mais pas intelligent, et ça rassure. Vous voyez, mais ça parle aussi de tout ça, sauf qu'on ne peut pas le dire comme ça. Avant, je parlais proprement, hein, mais depuis 10 ans, je sais plus faire. Donc, voilà. Et Fabrice, une question complémentaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes concernées par ce sujet-là déjà en entreprise? Et est-ce qu'ils occupent des postes particuliers, ou est-ce qu'on les retrouve à tous les types de postes, de métiers? Alors, il y en a beaucoup plus qu'on le pense en entreprise. Une bonne partie n'est pas détectée. Moi, j'en détecte en permanence et sans les tests. Plus on monte dans les niveaux de direction, plus il y en a. Là, hier, j'étais avec un comité de direction que j'accompagne. La moitié sont des surdoués, et les 3/4 ne le savaient pas. Et le directeur mais fait comme s'il ne l'était pas, tout en sachant que je le prends comme tel. Donc, c'est un sujet un peu délicat. Donc, plus on monte, plus il y en a. Plus on monte sur des situations pourries, inextricables, où ceux qui restent en vie sont des surdoués. Les autres sont morts ou en burn-out, vous voyez, ou ils sont virés, ou ils font autre chose. Si on va dans des univers de geeks, il y a beaucoup de surdoués. Dans des univers d'ingénieurs, j'ai une mission avec Polytechnique, je suis pas polytechnicien. Il y a beaucoup plus de surdoués que dans le monde normal, mais du surdoué qui va être un peu plus stable. J'ai des amis à Centrale, dans les écoles d'ingénieurs, à Polytechnique. On peut aborder le sujet pour autant que ça ne soit pas ostentatoire, et on peut le traiter de manière un peu plus stable. Donc selon les univers, les organisations, je travaille pour Pôle emploi en France, EDF, SNCF, Safran, Randstad, Caisse des dépôts, enfin des univers où il y a du monde. Selon les univers de la culture et les impacts aujourd'hui, c'est pas traité de la même manière, et pour moi, plus on monte, plus on va être plus proche de 10-15%, plus on est dans des univers de complexité, de transformation, plus c'est la part des surdoués. Et puis, parler des entreprises, ça n'existe pas, les entreprises. Il y a des différents types d'organisations, et certains vont se barrer parce qu'ils ont du mal, ils vont monter leur boîte, et on va les trouver dans l'accompagnement, dans les RH, dans des startups. Et indépendamment de ça, il y en a partout. J'ai vu des assistantes, des secrétaires qui étaient surdoués. C'est générique, hein, ce terme, mais pas. Moi, je suis pas atypique parce que c'est le moins pire. Donc, ils sont concernés par la question de la douance. Et après, au niveau technique, on parle de la comorbidité, c'est qu'on peut avoir de la douance, on peut avoir TDA. Moi, j'ai douance, TDA et autistique, par exemple. Et je suis pas autiste. C'est pas grave, hein, on vit quand même. Vous voyez, il peut y avoir des 10. Non, mais c'est juste de dire que. Et puis, quand on parle des surdoués, ça veut dire que tout le monde devrait être surdoué. C'est-à-dire que tout le monde devrait être singulier. Or, on est dans une culture de la norme. Ça fait 25 ans que je travaille dans les organisations, je déconstruis les systèmes. Hein, donc, là, on est dans un système de normalisation, et on n'aura pas le temps, mais c'est tous les travaux de Michel Foucault sur le pouvoir moderne et comment le système est en train d'être auto-maltraitant avec de l'autocensure.
Marilène Denor, vous avez mené une expérience un peu particulière chez Capgemini, qui est en cours. Donc vous avez, je crois, si j'ai pu comprendre, des difficultés de recrutement dans le secteur du numérique. Et on va chercher les compétences là où elles peuvent pouvoir être. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement et comment ça se passe? Comment est né ce projet ZEM, puisqu'on l'appelle comme ça? J'ai posé la question aux personnes concernées si ça les gênait qu'on utilise le mot zèbre. Pas du tout, au contraire, j'étais pas fière, mais bon, ils revendiquaient sans aucun problème ce statut. Alors, comment l'idée nous est venue du recrutement de ces profils atypiques? En fait, c'est tout simple. On a une collègue qui elle-même avait un enfant qui était en difficulté scolaire. Donc, elle a supputé une douance et elle s'est rapprochée d'une association à Vitré qui s'appelle Un zèbre à Vitré et qui rassemble 350 adhérents qui sont majoritairement des parents d'enfants surdoués et qui rencontrent des problèmes dans leur cursus scolaire. Elle s'est aperçue que son fils avait une forte intuition vis-à-vis de tout ce qui était digital numérique. Voilà, sans jamais avoir appris un langage de programmation, il était capable d'aller sur des sites web et de détecter des défaillances à des endroits des sites. Donc elle s'est dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et l'idée nous est venue donc, de rentrer plus en contact avec cette association et d'imaginer des recrutements atypiques. Donc pour ça, nous nous sommes associés avec le CNAM de Bretagne, donc il nous a aidés à proposer un cursus de formation, parce que c'est pas tout que de recruter des profils atypiques, il faut encore les former à l'informatique et les former à nos métiers. Beaucoup d'adhérents de cette association étaient des gens jeunes ou moins jeunes qui, pour la plupart, n'avaient abouti à aucun diplôme. Et l'association sentait que c'était quelque part une frustration que d'avoir zéro diplôme ou des diplômes pas complètement aboutis. On s'est aussi appuyé pour toute la structure sur la Maison de l'Emploi et de la Formation Vitré et on a lancé ce projet. Donc on a 200 personnes qui se sont inscrites, qui ont répondu à l'appel à candidature, j'allais dire, et on a passé une quarantaine d'entretiens pour en recruter finalement 40. Donc on a 40 en entretien pour en recruter 20. Pardon. Donc oui, on ne les a pas tous recrutés quand même, hein. Il y a quand même une petite sélection. La sélection va de 18 à 40 ans. Vous voyez, donc ça va du charpentier, en passant par le mécanicien auto, en passant par un ancien gendarme, en passant par un agent territorial. On a vraiment tous les profils. On parlait tout à l'heure de la part de la féminité, on a eu 2 filles. Bon, vous imaginez que ça n'a pas été simple, parce qu'ils avaient des parcours très très différents. Donc on a bâti un cursus, le CNAM a bâti un cursus pour leur proposer un parcours diplômant qui propose donc un master, un bac plus 4. Vous imaginez que c'est pas simple puisque il a fallu partir de zéro. Ceux qui n'avaient aucune formation scientifique au départ, il a fallu partir du b.a-ba de l'informatique. Donc c'est long. Les apprentissages sont divers. On va dire que les cours du CNAM, je peux le dire, hein, la responsable du CNAM est au courant, ne sont pas toujours adaptés à ce profil-là, puisqu'on a affaire à des parcours très académiques. Et eux, il y a une chose dont ils ont horreur, c'est bien d'apprendre. Il faut comprendre. Et là, malheureusement, on va dire que c'est un petit peu notre caillou dans le pied, c'est que le parcours n'est pas tout à fait adapté à leur mode d'apprentissage. Alors, on essaie d'y pallier avec un tutorat qu'on a mis en place, puisque ce sont des apprentis comme les autres. Et donc on leur dispense, à côté des formations très théoriques du parcours du CNAM, ce sont des formations essentiellement en e-learning avec le CNAM. Nous, on essaie de leur dispenser le maximum d'informations pratiques pour favoriser leur intégration. Voilà. Je dirais que l'intégration des personnes en tant que telles s'est bien passée. Comme le disait Fabrice tout à l'heure, on nous avait prévenu, on côtoie sans le savoir tous les jours bon nombre de zèbres,
et ça ne nous a pas posé de problème jusque-là. Donc ça continue à ne pas en poser. Voilà. Le sujet n'est pas là. Le sujet, effectivement, porte davantage sur la différence de niveau qu'on peut voir parmi les profils. C'est vrai qu'on ne forme pas un ingénieur informaticien en 6 mois, même si zèbre soit-il. Donc la difficulté, elle est là. Après, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans la démarche environnementale de Capgemini, cette démarche a été vue comme quelque chose d'innovant et une démarche très très humaine. Voilà, ça a apporté une dimension humaine vis-à-vis de tous les interlocuteurs qui encadrent ces zèbres. Donc cette initiative a été très très bien perçue par l'encadrement de Capgemini. Voilà, c'était, on va dire que à côté du travail de tous les jours, voilà, on a ce côté humain d'accompagner quelqu'un qui quelque part était, le mot était fort, mais en souffrance, et les gens ont pris à cœur de favoriser cette intégration. Voilà. De leur côté, ça leur demande de gros efforts, de par les cursus de formation qui sont lourds, on n'intègre pas non plus une entreprise comme la nôtre, comme ça, en 2 ou 3 mois. Par contre, on va leur reconnaître à tous une qualité indéniable, c'est ils lâchent pas le morceau. Il y a eu une défection, mais bon, c'est une personne qui s'est trouvée enceinte et a abandonné pour la bonne cause. Mais les autres, ils lâchent pas. Voilà. Donc c'est difficile, on le sent. Hein, ils sont fatigués, mais ils lâchent pas. Ils font preuve d'une ténacité incroyable et aussi d'une reconnaissance vis-à-vis de l'entreprise qu'on ne retrouve pas chez les collaborateurs lambda. Est-ce que ça a conduit à identifier ou à d'autres zèbres déjà présents dans l'entreprise? On ne cherche pas à le faire. Vous ne cherchez pas à le faire, Non, on va créer un réseau. Non, on n'a pas cherché à le faire jusque-là. Voilà, on continue à les appeler zèbres entre nous, mais après l'idée c'est qu'ils se fondent dans la masse et puis qu'on oublie. Alors bon, quelquefois il y a des comportements, ils n'ont pas toujours les mêmes codes sociaux, donc quelquefois je dois passer par derrière, attraper un peu des boulettes qui pourraient être commises en termes de communication ou de comportement. Voilà, mais c'est toujours avec bienveillance et ça se passe bien. Ça reste un problème que tout le monde a dit. On ne comprend rien au code social des membres. Alors moi je vais passer donc, à Céline Thomas et Christian Charlier sur le réseau que vous avez créé au sein de Airbus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ce réseau est né, qu'est-ce qui a donné l'impulsion pour ce réseau et voilà, nous raconter votre initiative. Je vais lunettes. C'est pour faire cliché surdoué. On va pas vous connaître. Donc, alors qu'est-ce qui a lancé l'initiative? Je dirais c'est lié autant l'un que l'autre. On a découvert notre mouvance tardivement, grâce à nos enfants. Donc on a commencé à faire tester nos enfants pour des sujets concernant l'école. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient effectivement doués, en tout cas ils avaient un QI très élevé. Et en essayant de comprendre comment ils fonctionnent, on s'est rendu compte que nous on fonctionnait un peu pareil. Et on s'est fait tester, et là on a aussi. Oui, on était positif. Donc suite à ça, on s'est dit bah, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a beaucoup d'organisations, enfin, d'associations, de gens avec beaucoup de bonnes énergies qui essaient de faire changer les choses pour l'école et pour nos enfants. Et le problème, c'est que quand on arrive dans le monde adulte et dans le monde du travail, finalement, c'est un sujet qui n'est pas du tout connu. Et c'est entre autres pour ça qu'on fait ce type d'intervention, pour faire connaître le sujet. Et finalement, on se retrouve aussi parfois en décalage, et avec des difficultés liées à ce décalage. Et je dirais, c'est un peu ce qui a incité, il y a plusieurs choses qui ont incité. Il y a ce fait-là, il y a le fait que, à la fois,
c'est une richesse énorme pour les entreprises et c'est pas du tout connu. Et ça, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Et d'autre part, les personnes qui sont douées dans l'entreprise peuvent se retrouver parfois en difficulté. Et c'est le but un peu du réseau qu'on a créé, c'est de à la fois faire connaître, de soutenir les personnes qui peuvent avoir des difficultés, et aussi expliquer à l'entreprise qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec nous. Je ne sais pas, Céline, si tu veux... C'est bien parce qu'avec les surprises, ils co-animent. Vous m'entendez? Oui, non, en effet. En fait, le constat était surtout que, comme l'a dit Christian, une fois qu'on s'est identifié, on se dit bon, qu'est-ce qu'on en fait, et surtout comment on peut apporter une valeur ajoutée dans les entreprises en étant soi-même. Puisque, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est vrai qu'on reste sur des codes sociétaires normaux, et l'idée c'est de pouvoir être soi-même et de développer ce potentiel tout en restant soi-même. Donc une fois qu'on a compris qu'on était dans la suradaptation, ce qui est un peu l'adage des surdoués, c'est comment revenir à ce que l'on est intérieurement. Et puis comment être reconnu pour ça au sein de la société, sans que ça fasse mal, sans qu'on soit maltraitant ou maltraité. Je préfère répondre avec ton intervention. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut apporter et pouvoir faire comme nous on appelle communément le coming out. Donc l'idée c'est en 2 temps dans l'entreprise, c'est d'identifier les gens, de pouvoir se rassembler pour pas être isolés, et puis surtout inciter les gens aussi à faire leur coming out. Alors comme on dit, ça veut pas dire revendiquer, on n'est pas dans la revendication, on est juste dans l'information. Donc c'est une vraie nuance. C'est pas de dire je suis surdoué donc je sais faire tout ça. C'est de dire je sais faire tout ça et je n'en ai pas honte et je n'en ai pas peur. Même si j'ai pas le diplôme adéquat ou quoi que ce soit, même si je suis dans un pays étranger, je suis une femme et que je suis blonde, néanmoins je suis capable de faire des choses et pour cela je sais informer. Et derrière c'est pas de dire voilà je suis surdoué donc je sais faire tout ça, c'est de dire je sais faire tout ça et si vraiment on me pose la question, entre autres j'ai pas le diplôme, mais par contre j'ai un test qui prouve que j'ai des compétences liées à ça. Et justement, par rapport à la façon dont ça se passe en entreprise, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu des éventuelles difficultés ou au contraire des choses positives que ça a créé. Donc ça fait 1 an que le réseau est créé. Donc quelles sont les résistances que vous pouvez rencontrer en interne, peut-être aussi bien des personnes concernées que des autres, que des managers, que des salariés en général, les difficultés, les facilités, comment est-ce que ça se passe? Oui, alors je dirais les résistances dans l'entreprise, il n'y a pas de raison qu'elles soient différentes que les résistances dans la vie de tous les jours. Donc forcément, on s'affronte à des clichés, forcément on peut faire peur, du fait de la différence, je dirais toutes les différences, la nôtre comme une autre. Alors peut-être la nôtre aussi un peu plus que certaines autres, parce que quand on parle de doué, ça veut dire sur c'est au-dessus, et je dirais en général c'est effectivement ressenti différemment que quelqu'un qui aurait une autre différence qu'on considérerait, alors que c'est pas forcément vrai, mais au-dessous. Je pense à quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui n'est pas forcément moins que les autres, parce que peut-être qu'il est capable de faire le marathon en beaucoup moins de temps que quelqu'un qui court à pied à côté, mais ça n'empêche que on va plutôt aider quelqu'un qu'on va considérer comme ayant un moins que quelqu'un qui va dire que peut-être il a un plus, et encore faudrait-il caractériser ce plus, parce que comme je disais tout à l'heure, du fait de la minorité et du fait qu'il y a un décalage, ce plus peut devenir parfois une difficulté ou en tout cas handicapant. Donc dans l'entreprise, il n'y a pas plus de raison que ce soit mieux compris et accepté que dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de raison qu'on représente environ 3% de la population, peut-être dans notre entreprise certainement un peu plus, mais il n'y a pas de raison que les 90% du reste de la population d'entreprise ou dans la vie réelle fassent quelque chose pour nous. Il n'y a aucune raison.
Donc, encore une fois, c'est notre rôle d'expliquer d'abord, de convaincre, et voilà, enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, en fait, donc on a créé cette communauté. Il faut savoir qu'au bout d'un an, on est quand même 522 membres. On est présent dans les pays européens Airbus Group, donc France, Allemagne, Espagne, Angleterre. Notre réseau, donc MyVictim Network en anglais, puisque c'est la langue qu'on utilise. On a quand même été rapidement rejoints par des gens présents sur d'autres pays, comme l'Inde, la Chine, le Brésil. Et grâce à cette communauté, ce qui a été intéressant, c'est que dans les bénéfices, déjà d'un point de vue humain, c'est qu'on a permis alors à notre connaissance aujourd'hui, à 8 personnes, puisque la semaine dernière on a identifié 1, je crois, et moi j'en ai identifié 2 aussi. Donc bref, 11 personnes, on va dire, potentiellement, de s'identifier. Donc c'est important, parce que c'est toujours intéressant d'accompagner les gens quand ils se découvrent. Parcours que nous, on a fait, alors chacun à son rythme, bien sûr, mais du coup, c'est toujours intéressant de les accompagner. Et puis, au niveau de l'entreprise, c'est un peu à 2 vitesses. Ça dépend aussi du pays dans lequel on est. Donc, on énumérait tout à l'heure le fait qu'en France, c'est vrai que des fois, on n'avance pas toujours de manière ouverte sur certains sujets. Moi, alors pour information, je vis en Espagne. Et c'est vrai qu'on avance à des vitesses différentes. En Espagne, le sujet est un peu plus tabou. Il n'est pas aussi tabou qu'en France, c'est-à-dire que le sujet est moins discuté, moins connu. Mais par contre, une fois qu'il est posé sur la table, les gens sont beaucoup plus bienveillants. Moi, quand j'ai rencontré les RH du département innovation, j'avais prévu 1h30 de présentation. En une demi-heure, c'était déjà bouclé, puisque directement, ils m'ont dit, mais en fait, nous, on lance des pôles d'innovation avec des gens dits talents et potentiels d'entreprise. Et en fait, on charge des catalyseurs, et ce sont des gens comme vous dont on a besoin. C'est-à-dire des personnes, quand on parle de Z, ce sont des gens qui sont capables de faire des liens, de trouver des solutions qui sont out of the box. Ce ne sont pas les seuls, bien sûr, mais ils ont aussi ce potentiel-là. Et puis, qui ont une perception du monde qui est différente de ce que les neurotypiques peuvent avoir. Quand Christian faisait allusion à la diversité, c'est vrai que notre discours il est lié aux surdoués puisque c'est la catégorie qui nous concerne, puis on ne peut pas être sur tous les fronts, mais le discours il est aussi valable pour tout type de diversité et on se rapproche aussi de d'autres communautés comme les communautés de lesbiennes, gays, transsexuels, les communautés donc, de déficients mentaux, puisque c'est aussi comme ça qu'on les appelle, les 2% de l'autre côté de la catégorie, les handicapés, parce que à bien les considérer, si on a des groupes d'innovation avec toute forme de diversité, c'est là où on va approcher le plus de la réalité, puisque chaque diversité a une perception de la réalité qui est complètement différente. Donc c'est aussi en ça que nous, on revendique au sein de la société. Alors là, je dis bien, on dépasse l'information, on est plus dans la revendication, pour dire ouvrez vos diversités, et c'est en cela qu'on va avancer un peu plus. Les difficultés restent dans les stéréotypes. On entend parfois le côté autistique, réfractaire au changement, antisocial, qui n'a pas du tout l'esprit d'équipe. On a aussi le côté, comme disait Christian, communautaire, parce que quand on parle de surdoué, ça fait communautaire et élitiste. Alors que si on parle de sous-efficient ou communauté d'ingénieurs, qui est une communauté d'ingénieurs aussi chez Airbus, ou communauté de femmes, ça ne fait pas élitiste, ça paraît plus normal. Donc on essaye de ramener cette tendance-là un peu plus dans la norme de pensée des gens. Voilà. Une question, c'est j'entends la résistance au changement, et en même temps, dans les entreprises, ils peuvent être vus comme des catalyseurs. Et donc, moteurs d'innovation. Comment est-ce qu'on peut à la fois avoir des personnes résistantes au changement et en même temps catalyseurs pour l'innovation? Alors, j'ai du mal à m'exprimer. En fait, quand je parlais résistant au changement, c'est la perception qu'ont les gens. Moi, quand j'ai énuméré le fait d'être surdouée, bon, alors en plus, comme je disais, moi je suis les handicaps parce que je suis une femme, je suis ingénieure et je suis blonde. Donc, je rentre vraiment dans d'autres stéréotypes. Pour la petite anecdote, si je peux me permettre, et ça je l'ai vécu, donc je vous rassure, c'est pas en France, en Espagne. Je ne vais pas rentrer dans le stéréotype du côté macho, mais j'ai assisté à une réunion, on était à peu près 17 personnes, j'étais la seule femme. J'avais quasiment des ingénieurs avec moi. Et le directeur, à un moment, enfin un responsable d'un département, met sur la table, alors ça va vous parler, A sur B plus C sur D,
Et là, il s'arrête, il me regarde, il me dit ça va, t'arrives à comprendre? Devant 16 personnes, enfin 15 parce que... Et là, j'ai regardé tout autour de moi, je me suis dit pourquoi il me pose la question qu'à moi. Et il me regarde, et quand il a vu ma tête, il me dit non, parce que je sais pas si c'est un diplôme d'ingénieur ou un truc dans l'humain. Comme ça. Donc je l'ai regardé, bon bien sûr, là j'ai pas sorti mon étiquette, je suis HPI, je suis R, etc. Tout ça, aucune valeur, enfin ça veut rien dire, dans ce moment-là. Donc j'ai regardé, je te rassure, ça va, j'arrive à suivre. Et là, il fait A sur B plus C sur D égale A plus C sur B plus D. Et le mimétisme social ou la pression sociale, je ne sais plus comment on l'appelle les psychologues, ont fait que les 15 personnes autour ont fait « Ah oui !» Personne n'a osé contredire. Et moi je suis restée là en me disant « Mais non, mais bon, que voulez-vous » Voilà. La résistance au changement qu'on fait dans ce cadre-là, c'est le fait de ne pas suivre c'est qu'en fait, alors, moi j'aurais des difficultés à l'expliquer parce que c'est l'image que les gens m'ont donnée, c'est pas la mienne. C'est plus du côté quand il y a un changement d'organisation, un changement quoi que ce soit, parce qu'ils ont cette image du geek à lunettes qui est derrière son ordinateur, qui veut parler avec personne, et il ne veut surtout pas lui changer de câble ou changer quoi que ce soit. C'est vraiment cette image-là. C'est aussi une perception qui est due, parce que moi on m'a fait la remarque justement que j'étais réfractaire au changement. Simplement, c'est dû parce que cette population, elle voit le step après et voit le step encore après. Et que quand il y a un changement, et ben nous on est déjà 3 steps après, et on dit que finalement le changement, il faudrait peut-être faire comme ça, un peu différemment. Et à partir du moment où on dit qu'on peut faire un peu différemment, parce que nous on voit déjà les impacts qui vont arriver après, forcément on est qualifié de réfractaire au changement. Parce que la personne qui arrive avec son joli changement, tout neuf, qui est super content de son changement, et qui nous le met sur la table, et nous on est en train de lui dire, ouais mais là, peut-être qu'il y a des choses, tu n'as peut-être pas tout pris en compte, et peut-être que si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. C'est pas être réfractaire au changement, au contraire, c'est l'améliorer encore le changement. Mais lui, il le prend effectivement comme une critique de son joli changement, et donc, il nous prend pour des réfractaires au changement. C'est la perception. C'est en plus une difficulté amplifiée par le fait qu'il a tendance à penser out of the box, comme disait Céline. Le changement que nous on perçoit, on va percevoir sur un chemin de traverse, qui n'est pas identifié par la population. Ça pose vraiment des soucis. Quand on est en position de management, c'est un vrai souci, parce qu'on a une équipe qui n'est pas constituée. Donc il faut que nous on s'adapte à la vitesse. C'est la communication. La communication, l'échange, de construire ensemble, l'argumentation. Ouais. Alors, pour rebondir là-dessus, justement, Fabrice, on a parlé de compétences tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous brosser un éventail des compétences, des comportements, des apports, qu'est-ce qui est le plus de cette population Je vais essayer d'être prudent parce qu'il y a beaucoup de raccourcis sur la question de l'advance. Et ce que seraient les surdoués, l'advance, c'est un spectre. Donc c'est pas ou ça, c'est ça, et puis peut-être son contraire ou autre chose. Je recours quand même ce qu'a dit Christian, parce qu'effectivement sur la résistance au changement, en général, ce que je dis souvent, c'est que les évaluations évaluent les évaluateurs en premier. Donc quand quelqu'un me dit ça, il parle que de lui-même en premier, et à 95%, c'est le cas. Donc ce qui est souvent la résistance au changement, c'est quelqu'un qui est en difficulté ou en échec, et pour lequel l'atypique va lui envoyer de la lumière qu'il ne va pas aimer, pour lequel il n'aura pas le courage de travailler avec. Mais bon, ça se dit pas normalement. Donc les atypiques, ils ont une capacité à avoir 3 coups d'avance en général, et puis il y en a qui ne voient pas bien. Ils ont une capacité à avoir une intelligence plastique, et il y en a qui ont des difficultés d'intelligence sociale et relationnelle. En tout cas, je dis souvent ce que j'observe sur tout ce que j'ai tous les jours, c'est des centrales nucléaires avec des cœurs de réacteurs et des murs plus ou moins épais. Il y a une densité énergétique, ils travaillent avec les neurones de la tête et les neurones du ventre, et l'intelligence, elle vient avec la pulsion des neurones du ventre. Ils vont extrêmement vite, ils s'amusent avec la complexité. Il y en a un qui m'avait dit, tu sais, pour faire décoller un avion, il faut quand même un minimum de poussée. Donc s'il faut y aller à la rame, on est mal parti. Ben, pour les atypiques, si c'est lent, ils s'emmerdent. Donc ils vont mettre de la densité où ils vont se barrer. Les autres vont vivre ça avec leurs propres projections décalées.
Beaucoup peuvent avoir des problèmes de recrutement, de mobilité interne, parce que même les atypiques qui ne sont pas détectés, il y en a qui vont voir qu'ils sont plus intelligents qu'eux, ou l'idée qu'ils en font, ou que comme ils sont en dehors de la boîte, ils voient des trucs que les autres ne voient pas, donc ils vont aller dans l'innovation, et puis dans ce cas-là, il vaut mieux être chef, hein, comme ça on gagne du temps. Mais sinon, faut subir les matrices, et il y a des chefs intelligents et normaux. Là, on fait une distinction, mais cette distinction a la vocation pédagogique, c'est pas une opposition. Tout le monde est intelligent et tout le monde a des compétences de douance. Et puis il y a un sujet, c'est vraiment trop court le temps, mais il y a un sujet qui serait intéressant, c'est l'arrivée des générations Y et Z, et il y a beaucoup de proximité de comportements, pulsionnel, impulsionnel, tribal, d'intelligence rapide, qu'on trouve chez les générations Z, qui ont une proximité avec la typicité des atypiques. Et les atypiques peuvent être d'excellents managers pour les Z, parce que c'est des choses sauvages aussi. Et il y a des Z atypiques, et eux ont une problématique en termes de construction identitaire, sur une tranche générationnelle, à construire leur identité sociale, leur identité zèbre, vu la société qu'on leur propose, et d'être en plus bizarrement différents de manière durable. Et le travail avec les atypiques adultes est un travail beaucoup plus complexe qu'avec les atypiques enfants, et atypiques enfants, il y a du boulot. Donc c'est des compétences d'accélération, de rapidité, d'anticipation. La difficulté, c'est qu'ils vont très vite à l'essentiel sans dire par où ils sont passés, avec des systèmes, sont des hologrammes, avec des capacités de perception des détails que personne ne voit, et avec des conclusions extrêmement rapides de ce qui doit se passer. Donc vous imaginez que ça met des systèmes en tremblement, ou s'il y a des environnements plutôt bienveillants, avec des gens plutôt intelligents, et ben ça crée des opportunités dans les organisations d'aujourd'hui pour gérer la tension, parce que tout le monde est au taquet et il y a de plus en plus de burn-out. Ils ont une capacité à aller vite à l'essentiel, à faire des économies de temps, économies d'énergie, économies de trucs qui servent à rien, hein, des réunions, ou des documents qui servent à rien, des mails qui servent à rien. Donc, soit ils font comme moi, ils parlent, mais c'est pas la majorité. Soit ils se taisent, soit ils font de la contrebande. Si c'est des femmes, c'est pire parce qu'elles sont plus exposées, comme le disait Céline, même si elles sont pas blondes. Mais il y a quand même des implicites dans notre culture française. Mais moi, j'ai travaillé pour les comités de direction au Sénégal, à Hong Kong, en Guyane, où il paraît qu'on est en France. La configuration n'est pas la même. Et ces compétences vont être de la même manière appropriées. Et puis, vous allez avoir des atypiques plutôt cerveau droit. Alors, c'est une métaphore, hein, le cerveau droit, cerveau gauche. On est bien d'accord, c'est une cartographie. Donc, plutôt cerveau droit. Il y a des atypiques plutôt beaucoup plus stables, cerveau gauche. Donc là, on va trouver beaucoup plus d'ingénieurs. Moi, j'ai une mission avec Polytechnique, j'ai des amis à Centrale. Et les formes d'intelligence ou de douance dans ces univers-là sont beaucoup plus consolidées. Il y a des atypiques qui ont des CV incroyables. Donc je suis aussi prof à Kedge, en école de management, c'est la fusion de Bordeaux et Marseille. Et je travaille sur l'exécutive et sur l'aide aux atypiques, en back-office. Et beaucoup viennent dans ces écoles-là pour consolider, packager un peu leur parcours atypique et faire un système vendable. Et sur la question de la pédagogie, donc les problèmes qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils vont trop vite, c'est qu'ils trouvent que les profs sont trop lents, parfois un peu bêtes, ou qu'ils vont les corriger, comme les enfants à l'école. Sauf que l'enfant à l'école, il peut se taire, mais l'adulte, quand il est adulte, il va pas se taire. Et là, ça fait autre chose. Et puis il y en a qui sont aussi bien rangés, c'est par rapport aux caricatures, l'atypique, c'est pas un asocial. Il va un peu s'énerver s'il trouve qu'il y a des gens un peu maltraitants qui font des trucs un peu idiots, surtout si ça l'expose lui. Mais je veux dire, le fait d'être un peu énervé, c'est pas réductible à 2% de la population. Hein. Ouais. Non, mais on porte une critique sur une capacité à avoir du caractère. Je vais revenir sur une autre point pour les atypiques, mais je veux dire, ça concerne tout le monde. Donc ça c'est la maltraitance. Ce que je voulais dire aussi sur les compétences, c'est qu'il y a des numéros 1 naturels et il y a des atypiques qui sont jamais numéro 1 naturels, qui sont toujours des numéros 2, loyaux, exceptionnels. Je me souviens de quelqu'un
qui est venu me chercher pour que je l'aide, un dirigeant. Il a vendu sa boîte 100 millions de dollars à des Américains. C'était sur le cloud, en 7 ans, hein, quand même, 150 personnes. Et il m'a dit, Fabrice, j'ai monté la boîte. Pour construire le business de la boîte, j'avais tout dans ma tête. Et dans ma tête, j'avais des plombs lumineux comme une piste d'atterrissage d'avion. Et tout le monde suivait derrière. Et il dit, comme je ne savais pas interagir avec le monde, j'ai mis un CEO normal. Ils ont fait un binôme, anormal pour la com et les gadgets. Lui dans le back-office, il décidait, des gens qui suivaient, et quand il m'a appelé, c'est qu'il fallait qu'il interagisse avec des Américains, et alors là, il est rentré dans les boîtes, il fallait qu'il fasse du reporting avec un mec à San Francisco, et il dit là, je vais être fou, là ça va pas le faire, et j'ai un paquet de sous en jeu, 150 personnes derrière, la vente sur 3 ans, et ça craint. Et il était dans le mur. Et ça s'est résolu en 6 mois. Donc, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et puis quand on parle de surdoués, il y a un sujet délicat aussi, dès qu'on parle des normes et des tests, hein, parce que les tests, moi, je connais des gens, ils sont surdoués, ils n'ont pas eu de test, et puis d'autres, ils ont eu le test, ils ne sont pas surdoués. Donc rien que ça c'est un test. C'est les écarts types, le test il s'arrête à 160, puis il a au-dessus de 160, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test qui l'évalue. Mais selon que le surdoué, il va être un peu orienté au test autour de 130, premier écart type 130, 145, deuxième écart type, ça c'est THPI 145, 160, l'univers, la compétence et le modèle mental n'est pas le même. Ça c'est encore des sujets difficiles à aborder parce que vous voyez, on fait de la sériation, on parle de gens, on utilise de chiffres, tout ça c'est maltraitant, on parle de boîtes, tout ça c'est maltraitant, sauf qu'il y a quand même une réalité sur des typologies de population et ce en quoi elles sont exposées à des environnements sociaux, relationnels, professionnels. Donc selon la stabilité, la place dans la fratrie, les parents concernés, pas concernés, les deux peuvent être des problèmes ou des solutions. Et la manière dont le hasard s'y est invité également, il y a besoin, comme pour tout le monde, d'une structuration émotionnelle, sociale, importante, ce qui vaut pour tout le monde, mais encore plus pour ces personnes-là. Et il y a une méconnaissance de l'intelligence. Je dis souvent, l'intelligence, c'est comme le mental, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Ben, moi, je veux les trous, et jette sur les trous. Et il y en a qui confondent les mentales avec le gruyère aussi. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a pas de trous. Mais l'intelligence, c'est aussi de voir les trous. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que quand on est très intelligent, on est aussi très idiot. Et puis, vous avez des enseignants qui disent, mais comment il peut être intelligent s'il est aussi abruti pour faire ça? Ben, c'est juste que c'est ça que ça veut dire. Alors, pour les enfants, c'est compliqué. Si c'est adulte, on peut traiter plus vite le sujet. Mais c'est comme pour tout le monde, on est pour eux. Mais on est pour eux avec plus d'exposition. Donc, c'est compliqué de gérer ça, c'est pas rédhibitoire. Mais tout le monde a pour le coup ces mêmes types de situations, sauf que là, c'est amplifié. Et le fait d'avoir ça développe des compétences, des capacités de survie, d'anticipation, de planification. Il y en a qui vont être très, très structurés, de manière tout à fait exceptionnelle. Il y en a d'autres qui vont extrêmement vite, se sont diffusés. Et puis, il y a aussi une chose, c'est qu'ils préfèrent être passionnés, et ils vont bosser 20 heures par jour, et quand ils ne sont pas passionnés, c'est le problème des jeunes, ils débranchent tout. Et alors là, c'est compliqué. Et ça, c'est un problème pour les jeunes aujourd'hui, une nouvelle génération. Et quand on a couvert un sujet, c'est terminé. On passe à autre chose. Donc c'est des cycles courts. J'ai fait 7 continents. Alors là, je pose une question à tout le monde. On a vu que dans cette richesse d'apports potentiels en entreprise, c'est vraiment un point clé pour demain, pour le futur. Alors, quelles sont les clés pour favoriser leur intégration au système de l'entreprise? Quelles sont les clés pour leur permettre de faire leur communauté, simplement? Est-ce que là, il y a des retours d'expérience intéressants chez Airbus et chez Capgemini? Alors, les clés d'intégration. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a toute une partie de cette population qui n'ont aucun problème et pour lesquels ça se passe très bien. Il ne faut pas penser forcément parce qu'on est surdoué, on va avoir des difficultés. Après, dans la population surdouée, effectivement, certains peuvent avoir des difficultés du fait du décalage
Et je dirais que ceux qui auront plus de difficultés, c'est ceux qui auront une méconnaissance d'eux-mêmes, ceux qui n'ont pas, qui ne savent pas qu'ils sont surdoués, voilà, on va les tester, ils ne savent pas qu'ils sont surdoués. Et je dirais à partir du moment où on sait, on a des clés de compréhension, on a une grille de compréhension, et je dirais, il n'y a qu'à l'utiliser. Et il y a un parcours à faire pour cela. À partir du moment où on a fait ce parcours, l'intégration est beaucoup moins un problème. Alors, quelles sont les clés de cette intégration? Je dirais, la première chose, c'est de comprendre qui on est. Et pour comprendre qui on est, aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal de livres sur le sujet. On a pas mal de vidéos sur YouTube, entre autres Mensa, qui fait des intelligence day, il y a des vidéos exceptionnelles sur le sujet de la douance, pour comprendre qui on est. Donc ça, c'est la première étape, c'est de comprendre qui on est. La deuxième étape, c'est d'accepter qui on est. Et après, c'est de comprendre que les autres ne fonctionnent pas comme nous. Et après, c'est d'accepter aussi que les autres ne fonctionnent pas comme nous. À partir du moment où on a déjà fait ce parcours-là, finalement, on s'énerve beaucoup moins. Parce que moi, effectivement, avant, je m'énervais beaucoup. Quand j'expliquais 3 fois la même chose à quelqu'un qui ne comprenait pas, ça m'agaçait. Maintenant, ça m'agace plus, je sais qu'il ne peut pas comprendre. C'est pas grave, c'est pas gênant, voilà, simplement, c'est comme ça. Sur ce sujet-là, après, il y a d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, c'est le cas. Donc je revois ça au travail dans ma grille de lecture, et finalement, ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup moins maltraitant par rapport aux autres, et finalement, l'intégration, ça passe par là. Après, la grille de lecture de la douance, c'est un des aspects dans le parcours. Je dirais les aspects suivants, et ça, c'est pas lié à la douance, c'est lié à ce qu'on est tous différents, aussi dans les gens doués, qu'on a tous notre histoire, on a tous des parents, on a tous une enfance, et ça, je dirais, on a tous un travail à faire, qu'on soit doué ou pas doué, pour enlever tout ce qui peut gêner dans sa vie, et tout ce qui peut faire qu'on va se saborder, tout ce qui peut faire qu'on va se bloquer sur certains sujets. Et là, bon, aussi, c'est un parcours à faire pour faciliter l'intégration. Mais là, encore une fois, je parle de l'intégration, et finalement, je laisse le sujet chez les gens doués. Et je ne parle pas forcément que l'entreprise va faire des choses pour faciliter l'intégration. Mais, encore une fois, les 90%, il n'y a aucune raison qu'ils fassent quelque chose pour nous. Il faut déjà avoir cette idée-là. Parce que si on attend quelque chose, on est sûr d'être frustré. Et c'est aussi un des problèmes de la douance, la frustration. Donc il ne faut pas spécialement attendre quelque chose que les personnes fassent pour nous. En termes de diversité, il faut savoir que la douance, ce n'est pas une diversité obligatoire, au sens de la loi. L'entreprise n'a pas à démontrer qu'elle fait quelque chose comme elle peut le faire sur le genre, sur le handicap, sur les origines ethniques ou sexuelles. La douance, il n'y a aucune raison qu'elle fasse quelque chose. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de convaincre et d'expliquer, et puis de prendre notre part. Et c'est ce qu'on essaie de faire au travers du réseau. Quand Céline disait que les gens se découvrent, et ça, c'est ma plus grande joie, je dirais, dans le réseau, c'est que ça permette à des gens de se découvrir, ce que j'aurais aimé pouvoir avoir plus tôt. L'autre plus grande joie, c'est de commencer à les accompagner, et c'est de les rencontrer dans la vie réelle, et de les accompagner sur ce cheminement qu'ils ont à faire. Et je dirais, à partir du moment où le cheminement est fait, a priori, ça se passe très bien. Marilyn ? Juste pour compléter sur ce sujet, après je passerai le micro. C'est comme disait Christian, donc être soi, c'est vraiment libérer son potentiel. Alors c'est lié à la douance ou autre. Pour une entreprise, ce qui est intéressant, c'est que les gens soient quand même dans leur domaine de compétences et d'efficacité propre. C'est en cela qu'ils seront plus performants au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est le message sur lequel on s'appuie au sein de la communauté. Faciliter leur intégration, ça passe par la communication. Donc je reviens un petit peu sur ce que vous aviez soulevé tout à l'heure. Pour communiquer, comme l'a dit Christian, c'est déjà de comprendre comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres. Tant qu'on ne le sait pas, on communique mal, parce que du coup, on n'est pas du tout sur le même canal de communication.
Donc une fois qu'on s'est identifié et qu'on revient à ses propres compétences, ça permet de mieux communiquer et aussi d'informer. Donc pour pouvoir mieux s'intégrer, parce que comme le dit Christian, c'est à l'atypique de faire le chemin, c'est d'informer, et après, c'est aussi à l'entreprise d'accompagner. Donc nous on a la chance, parce qu'au niveau d'Airbus, on a quand même des RH, notamment au département diversité, qui sont dans cet accompagnement. On a aussi le service recrutement qui souhaiterait qu'on travaille ensemble à un listing de compétences propres aux atypiques, hein. Donc sur Bruit ou autre, mais bon, ce qui me concerne, c'est plus le côté sur Bruit. Avoir un listing de compétences, ça ne veut pas dire que seuls les surdoués peuvent y appliquer, c'est juste avec ce listing de voir ce qui correspond plus à ces profils-là, et pas juste le listing de compétences tel qu'il est fait aujourd'hui dans les entreprises et où on regarde par rapport au diplôme. Donc là, c'est vraiment en termes de personnalité, de compétences, et de dire, bon ben voilà, les surdoués par exemple, comme l'a dit tout à l'heure Joël, une tâche, être monotâche, c'est tout juste très angoissant. Une fois qu'une tâche est accomplie, il faut tout de suite passer à une autre. Plus les visions globales, c'est vrai que tout ce qui est vraiment le petit détail, toujours le côté séquentiel, ça demande énormément d'énergie et c'est même une souffrance. Donc c'est de les mettre justement un peu dans les bons postes. Alors on ne parle pas de hiérarchie, on ne parle pas de ces choses-là, c'est juste dans une équipe, les mettre dans les bons rôles. C'est juste ces questions-là. Donc c'est en ça aussi qu'on travaille dans les entreprises, et ça pourra faciliter notamment leur intégration. Une autre chose, c'est quand on parle d'inviter à communiquer, c'est comme je le disais, on ne revendique pas, on informe. C'est de dire, on parlait de vitesse tout à l'heure, je vais plus vite, tu vas moins vite. Bon, c'est pas grave, je veux dire, qui a raison, qui a tort, les deux ont raison. C'est juste, voilà, chacun se met à son rythme, et pour pas être maltraitant les uns vis-à-vis des autres, c'est de dire, écoute, moi je vais plus vite, donc je te distille l'information, je te laisse la procéder à ton rythme, pendant ce temps-là je fais autre chose parce que sinon je m'ennuie, et comme ça, une fois que tu as fini, on réavance à notre step, etc. Et au moins on respecte les vitesses des deux interlocuteurs. Donc c'est plus dans l'information, la connaissance de soi, qu'on va pouvoir justement faciliter l'intégration et faire développer les choses dans les entreprises. Voilà, je passe. Alors nous, on n'est pas encore tout à fait à ce stade-là, puisque les vingtaine de jeunes qu'on a recrutés, on les forme pour occuper un rôle. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore pu démontrer, on va dire, leur capacité, si ce n'est au travers de la vitesse d'apprentissage. C'est vrai que le sujet épineux, l'inquiétude que j'avais au départ, c'était comment réussir leur intégration. 19, c'est pas rien, hein, dans une équipe. Il faut expliquer, il faut effectivement beaucoup communiquer, donc sans non plus stigmatiser. L'idée, c'est pas d'en faire des gens qui sortent de l'ordinaire. Chez nous, on est habitué à la diversité. Hein. Sur Rennes, on a 80 nationalités différentes, donc on sait ce que c'est que la diversité, même si ce sont des diversités différentes. Mais on est habitué à travailler avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture, pas les mêmes codes. Mais là, encore une fois, il a fallu être vigilant. On avait quand même des seniorités très très diverses. Des jeunes qui arrivent dans l'entreprise, qui côtoient tous les jours des gens qui ont une certaine seniorité, quand on a 18 ans, c'est pas toujours facile. Voilà. Participer à des réunions, participer à des formations. Souvent, ces gens-là, ils savent se concentrer 2 heures, et après, il faut passer à autre chose. Quand on mobilise des gens pour les former sur des sujets bien précis, c'est vrai qu'on est resté sur un format classique de journée de formation entière, et ça pose problème. Donc, chacun s'adapte, chacun essaie de trouver un mode de fonctionnement. Ça passe par beaucoup de communication. On fait beaucoup de rencontres extra-professionnelles aussi, pour favoriser cette intégration, pour qu'ils soient vus différemment. Après, ce sont des gens qui portent un tel enthousiasme. On l'a dit bien souvent, ce sont des affectifs, donc ils aiment ou ils n'aiment pas, en l'occurrence ils aiment fort, donc ça favorise aussi cette intégration. Il y a ce côté affectif qui fait que les encadrants
même s'ils y passent un temps fou, une énergie folle par rapport à d'autres apprentis qui ne sont pas dans ce mode-là, ils ont une récompense sous une autre forme. Donc l'intégration se passe voilà, à la fois sur ce côté humain qui va favoriser l'accueil de ces gens-là. Merci. Alors merci à tous. On va peut-être prendre quelques questions dans la salle s'il y en a, et ensuite passer à la table ronde suivante. Oui, Lydie Gourdet. J'ai une question à vous poser. La douance est-elle congénitale? Deux questions. Et par ailleurs, y a-t-il des formes différentes selon les âges de la vie? En général, il y a une grande proportion d'héritage. Mais c'est pas rédhibitoire, ça peut sauter des générations. Donc oui, sauf si c'est moi. Je préfère les nuances que les généralités. Mais en tout cas, il y a une grande proportion. Donc si vous êtes parent d'enfants surdoués, ou si vos enfants sont surdoués, il y a quand même des grandes proportions que vous le soyez, mais vous pouvez ne pas l'être. Ou ça peut être le mari, la femme, ou l'un des deux, ou les parents au-dessus. Ce qui rajoute à la problématique selon que les uns et les autres ont accepté, vu qu'avant on n'acceptait pas trop de sujets, et le prix qui a été à payer, donc le transgénérationnel, c'est sur 4 générations, fait que, y compris sur ce champ-là, on endosse des ombres cumulées et des difficultés communicationnelles. Donc le fait de passer le test, c'est pas le test parce qu'on s'en fiche et puis il y a des questions qui valent 5 points, mais c'est surtout une confirmation identitaire pour aller reconstruire, retramer la structure du sujet, parce que ça peut être aussi pour la sphère familiale de remettre les choses à leur place, de mettre un peu des sous-titrages et des explications à des choses qui ont parfois été malheureuses ou incomprises pour les gens concernés et pas les gens pas concernés. La deuxième question. La deuxième question, la douance prend-elle une forme différente selon les âges de l'année? Elle évolue. C'est pour ça que la douance chez les adultes, c'est pas que le prolongement de la douance chez les enfants. Évidemment, ça s'éteint pas. C'est pas parce que les enfants sont précoces que ça s'éteint après, comme si c'était un implicite. Pas du tout. Non, elle bouge. Elle bouge, elle évolue, elle mute. S'il y en a qui connaissent les typologies de Jung ou le MBTI, on voit qu'il y a tout un process psychique qui évolue et qui va de fait percuter la question de la douance en fonction de l'environnement. Donc elle aussi, elle vit. Donc vaut mieux vivre avec elle et être sujet plutôt qu'objet de la chose. Merci. Une question là. En fait, vous avez beaucoup abordé cette question de la diversité du point de vue de l'entreprise. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes dans cette situation-là, adultes, qui veulent éventuellement se reconvertir Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Vous abordez un peu cette question de la diversité du point de vue de l'entreprise, sur comment les intégrer, etc. Là, Christian, Céline, les réponses que vous avez eues, c'est une intégration du point de vue de la personne, pas de l'entreprise. Mais je peux répondre du point de vue de l'entreprise. Je vais te connecter ta vie parce que vous le faites au sein d'Airbus. C'est pour ça que je dis ça. Donc, comment vous l'aborderiez à ce moment-là, toutes ces personnes qui sont dans ce cas-là et qui ne sont pas déjà au sein d'une de ces entreprises avec ce type de structure. Comment aborder la question de la douance? Oui, comment ces personnes, elles, doivent l'aborder éventuellement dans le cadre d'une reconversion et comment... Alors, la douance, je réponds ce qu'a dit Christian, c'est que le mieux c'est de se comprendre et pas déléguer à un tiers, quel qu'il soit, y compris thérapeute et psy, ou un médecin, le fait de se gérer soi-même. Donc, mieux se comprendre et avoir la bonne cartographie. Donc, si on est surdoué, ben, vaut mieux le savoir, mais tous les surdoués sont singuliers et différents. Donc, vaut mieux avoir la cartographie de la douance, ou de la comprendre, ça prend du temps. Passer le test, mais il faut plusieurs mois pour le digérer et pour la défragmentation. Et savoir en quoi on est singulier dans les sous-familles ou les sous-ensembles de la douance. De manière à savoir ce qu'on va dire et pas dire à ceux qui le méritent, décaniner ceux qui le méritent parce qu'il y en a qui le méritent, vous savez, ceux qui viennent un peu vous maltraiter, savoir si vous savez vous défendre ou pas, et après, savoir quelles sont les orientations que vous voulez avoir en termes de mobilité interne ou de mobilité externe, qu'est-ce que vous savez faire,
qu'est-ce qu'est recevable par système, quels sont vos diplômes, quelles sont vos envies, quelles sont vos envies indépendamment de ce que vous savez faire ou pas, ou de ce que le système va vous organiser, va vous voir, et comment vous construisez un storytelling, et comment vous designez votre parcours, et comment vous le racontez, et comment vous êtes en phase avec tout ça, c'est la technologie, et que vous ayez la main là-dessus. Mon questionnement correspondait plutôt à ce que vous appelez la mobilité externe. Vous construisez votre parcours, votre CV, et qu'est-ce qui va vous mettre en alignement, soit pour aller sur ce qui vous convient parfaitement, soit pour aller trouver le niveau de compromis acceptable, parce que comme tout le monde, il y a des niveaux de compromis, qui ne soient pas de la compromission. Et savoir sur quoi vous allez être en stabilité, et comment vous allez dire ou pas dire des choses. Il y a des choses à ne pas dire. On n'est pas obligé de tout dire. Pour vous rassurer aussi, il y a une chose qui me caractérise, c'est quand même l'envie de découvrir, l'envie d'explorer, l'envie d'apprendre. Donc le risque d'aller sur un chemin est déjà en soi intéressant et le bon choix. Sachant que de toute façon, on trouve toujours les solutions. On trouve toujours les solutions pour s'adapter, pour progresser. Et après, si au bout de 2 ans, 3 ans, on a fini, au bout de 6 mois, on a fini. Non, parce que c'est déjà, c'est peut-être pas la bonne réponse à votre question, mais c'est pour vous rassurer et à vous lancer. En fait, je pense que c'est surtout, quand on parle d'apprendre à se connaître, c'est voir quelles sont nos capacités et ôter les limites qu'on s'est nous imposer ou laisser imposer. Et c'est en ça, moi je prends toujours l'exemple de la publicité avec Julia Roberts, la vieille, je suis désolée, je fais de la pub, où elle est dans une soirée mondiale et elle quitte ces petites chaînes tout fines, comme ça. C'est un peu l'exemple. Moi, je sais que les gens que j'accompagne, alors je ne suis pas coach ni rien, mais qu'on accompagne avec Christian au sein de l'entreprise, qui se sont découvertes, c'est ce qu'on leur dit. Il faut apprendre, relire un peu sa vie et se dire, je me suis mise des barrières toute seule. Et donc là, maintenant, j'ai compris que je ne les avais pas, ces barrières-là, les autres. Et là, on voit qu'il y a plusieurs chemins possibles. En externe, en interne, 2 activités en même temps, peu importe. Ce qui fait plaisir. Et puis se mettre les barrières que la société en général impose. Oui. Oui, je voulais poser une question. Dernière question et après on va devoir s'arrêter. Oui, je voulais particulièrement poser une question à M. Charlier, puis à Mme Toba, qui en fait, si j'ai bien compris, nous explique que, en fait, dans l'entreprise, un surdoué, c'est quelqu'un qui est normal, si l'entreprise sait cultiver les différences. Hein, c'est ça. Et même, il peut être productif, il peut être excellent. Alors, moi je veux bien, hein, moi j'ai fait 35 ans dans la banque, j'ai fait aussi de la méthodologie originale, faire rentrer les gens dans le moule pour le master. Donc, je vois un peu une petite. Je suis un peu gêné, dans la mesure où l'entreprise aujourd'hui a des exigences de productivité, de non-communication. Vous travaillez par mail avec votre voisin d'à côté. Et demain, c'est l'intelligence artificielle, on communiquera moins. Donc, alors, moi, je me pose certaines questions, je suis un peu en avance, mais aujourd'hui, c'est très difficile, pas seulement d'un surdoué, mais quelqu'un de différent, de rentrer dans le créneau productif de l'industrie, je ne connais pas, mais de la banque. Effectivement. De rentrer dans le... Oui. Je viens de me dire là-dessus. Moi, je travaille dans beaucoup d'entreprises, mais dans l'industrie, l'exigence de compétitivité entre individus, au niveau cadre, est très très forte. Donc, moi, personnellement, je suis très heureux d'entendre ce que vous dites. Je peux vous dire que j'ai eu des situations de crise dans les entreprises où il faut quand même régler des situations difficiles. C'est plus l'écoute, c'est d'une certaine manière de faire, mais ça fait des ravages et on passe des gens à la moulinette et on va justifier le résultat d'avoir sauvé l'entreprise sur ces critères-là. Et souvent, si on l'a sauvé. Si on l'a sauvé. Mais de toute façon, j'ai toujours vu que c'était toujours les mêmes modèles qui étaient mis en place par les mêmes individus. Oui. Alors c'est toujours les mêmes modèles, oui. Enfin, je vais répondre un peu aux deux. Le fait d'être dans la boîte, et le fait justement du modèle qui est en train de changer, je pense. Le fait d'être dans la boîte, oui, l'entreprise
a priori, elle a besoin effectivement que ses employés soient bien dans leur boulot pour pouvoir exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Mais d'un autre côté, elle est aussi obligée de mettre en place des organisations, de mettre en place, pour répondre donc à la cohérence ou la cohésion de l'entreprise, elle est obligée de mettre en place des process pour répondre à la complexité et des outils. Et tout ça, effectivement, ça enferme surtout une population qui parfois n'a pas forcément envie d'utiliser l'outil parce que en faisant autrement, ça pourrait marcher beaucoup mieux, et beaucoup plus vite et beaucoup moins cher. Mais bon, ça c'est l'entreprise. Il y a effectivement des boîtes, et nous on a du mal à rentrer dans les boîtes. Quand on disait tout à l'heure la connaissance de soi et la grille de lecture de la douance, ça permet pas forcément de rentrer dans le moule ou de s'adapter par rapport à ce que les autres attendent de nous exactement. Ça permet de comprendre ce que les autres attendent de nous, de savoir qu'est-ce que nous on a besoin et envie de faire, et de comprendre comment on peut arriver à trouver quelque chose qui match. Donc là, on n'est plus forcément dans la boîte telle que eux l'ont définie. On reprend la main. C'est nous qui définissons la boîte, on sait ce qui est attendu, on sait le résultat, et c'est à nous de dire, nous, notre boîte, on veut qu'elle soit plutôt comme ça. Alors effectivement, ça, c'est pas forcément facile, il faut quand même faire avec les fameux process et les fameux outils qui sont faits pour la majorité normo-pensante et qui sont faits pour un résultat moyen, et qui n'est pas forcément satisfaisant pour nous, mais il y a un moment où on reprend aussi la main en ayant la grille de lecture. Alors après, pour l'avenir, pour ce qui va se passer sur la conformité des entreprises, on a la chance d'être dans une école d'ingénieurs, donc il y a pas mal de jeunes, et c'est bien pour qu'ils puissent entendre ce discours, qu'ils soient concernés ou pas par la douance. Moi, je suis très optimiste sur l'avenir des gens doués. Parce que ce genre de situation que vous décrivez, où c'est moi je donne la ligne, et puis maintenant tout le monde suit, parce que comme ça on va s'en sortir, parfois on va pas s'en sortir, et peut-être qu'on va de moins en moins s'en sortir. Parce que le monde se complexifie, parce que le monde est de plus en plus incertain, et parce que le monde va de plus en plus vite. On parle de nanosecondes là pour les transactions financières. Donc, et en plus, il y a des révolutions technologiques qui sont déjà arrivées et qui sont encore en train d'arriver, qui va complètement changer l'économie. Et je dirais, la population douée, elle a son rôle à jouer là-dedans. Et moi, je suis très optimiste sur l'avenir, parce qu'il va falloir savoir très bien s'adapter, aller très vite, prendre les bonnes décisions, anticiper, et tout ça, c'est les qualités de cette population-là. Donc, le système où c'est moi je suis le chef, et maintenant vous allez tous aller dans ce sens-là, et Arbeit, ça va avoir ses limites. Je suis peut-être optimiste, hein, mais... Il y a deux exemples qui sont quand même très concrets et qui le démontrent bien. Prenez Kodak et vous prenez Parrot. Kodak, ils avaient une ligne de conduite quand ils étaient sur l'Argentique, et quand le numérique est sorti, ils se sont dit on n'est pas du tout dans le même marché, donc pas de problème, on n'a pas de compétition à ce niveau-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kodak. Et vous prenez Parrot, qui eux s'étaient dit on lance donc les drones pour le marché des enfants. Au final, ils ont très vite vu que c'était pas forcément sur ce marché-là que c'était porteur, mais plus au niveau industriel et de la transmission d'informations par la télésurveillance, etc. Et là, bon, voilà, deux profils typiques où il y a le profil où on se dit je fais ma ligne de conduite parce que les process m'ont dit ça, on suit ce business case et on n'en dépend pas, mort de Kodak. Et il y a le profil Parrot où on se dit voilà, je prends la tendance, je vois qu'il y a un changement, je m'adapte et je gagne. Et la tendance aujourd'hui économique, elle est plus dans le système Parrot. On voit toutes les sociétés qui sont en train de se développer, les startups. Alors oui, sur le terrain, on ne le voit pas encore au niveau managérial à toutes les couches ou tous les niveaux, mais je peux vous dire que la tendance, elle est vraiment en train de s'inverser, et de toute façon, les entreprises n'ont pas le choix. Bien, on va devoir arrêter là. Je suis un dernier mot, mais rapide. Parce que c'est toi. C'est gentil. Non, mais c'est un point important, c'est qu'il y a une radicalisation dans les organisations aujourd'hui, et pour un certain nombre, indépendamment et à côté de ce que vient de dire Céline, parce que tout coexiste, on passe d'un mode de management à un mode de commandement.
il y a une radicalisation, et tout ça renvoie au cerveau reptilien, et les gens sont flippés, ça rend pas intelligent. Donc dans ce système, on voit tout un système de prédation, de compétition, d'accélération, ce qui rend fou. Mais à côté de ça, ça crée des interstices, des espaces que ne peuvent voir que ceux qui sont tempérés et qui ont une analyse critique et qui sont posés. Alors, donc il faut très bien connaître ce système mutant dans les organisations, moi c'est mon quotidien. Dans tout ça coexistent d'autres choses qui sont pas vues et dans lesquelles on peut s'insérer. Il faut surtout pas que les atypiques aillent là-dedans, mais il y en a qui vont là-dedans, ils le font très bien, ce sont des terroristes formidables. Il y a un certain nombre, mais des tyrans, un certain nombre qui sont pas testés. Donc il y a des stratégies à mener dans ces environnements qui sont nouveaux, qui font aussi que les atypiques vont avoir une place à jouer à condition qu'ils comprennent bien ce qui se passe dans ces environnements complexes. Et ça fait partie de l'environnement complexe. Nouveau. Bien, merci beaucoup à nos intervenants.